Amis du Zapping 229, Fran du Zapping 229, en marge du premier anniversaire donc du Zapping, nous nous retrouvons ici avec des jeunes de la diaspora béninoise ici aux États-Unis, pour discuter des enjeux de la présidentielle de 2016 qui se tiendra, dont le premier tour se tiendra le 6 mars 2016. Et nous avons l'honneur de recevoir ici pour en discuter, pour en parler et peut-être certainement aussi aborder les projets de société de quelques représentants de candidats qui sont parmi nous. Pour parler donc de ces élections, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous Monsieur Issifou Olatundié, c'est bien ça? Merci. Et nous avons Monsieur Nikez Koublano, Monsieur Mauril Beyeton, qui est aussi parmi nous, et nous avons Monsieur Elete Nyangueno, qui est également parmi nous. Nous avons M. Patrick Durand, qui a fait le déplacement et qui va intervenir également dans cet entretien sur les enjeux de ces présidentielles. Et également, nous avons ainsi l'honneur d'avoir le représentant de la section HCBE des États-Unis, en la personne de M. Jonas Lima. Chers invités, merci. Merci d'avoir fait le déplacement. Alors, l'intitulé de cet entretien a été clair. Quels sont les enjeux de ces présidentielles? Et je voudrais poser cette question tout premièrement à M. Beyeton. Présidentielle de 2016, quels en sont les enjeux? Très rapidement. Merci, M. Vital-Panou, et d'ailleurs, je vous remercie pour le travail que le Zapping 229 fait pour la diaspora, afin de communiquer ce qui se passe au pays en live pour la communauté, pour notre diaspora. L'enjeu des élections présidentielles de 2016, l'enjeu a toujours été le même. L'enjeu pour un Bénin meilleur. Je dirais même l'enjeu pour un Bénin gagnant. Et je le dis, ce n'est pas parce que j'utilise les informations d'un candidat spécialement, mais simplement pour dire que quel que soit le candidat, quel que soit celui qui va gagner pour les élections de 2016, il faudrait que celui-là se mette au travail pour que le Bénin ne soit plus ce que cela a été depuis 25 ans. Donc l'enjeu est toujours le même, un Bénin meilleur, et que tous les Béninois se mettent ensemble pour que le travail, le Bénin dont nous rêvons tous, puisse se réaliser. Pour moi, c'est l'enjeu premier. Alors, Monsieur Patrick Durand, nous sommes à la fin d'un régime, un régime finissant dont le président ne peut plus se représenter du fait des dispositions de la Constitution, et du coup, nous devons avoir un nouveau président élu. Selon vous, quels sont les enjeux de ces élections? Merci beaucoup, M. Vital, pour cette rencontre. Effectivement, nous sommes à la fin du mandat de l'actuel président. Donc, ça veut dire que quelles qu'en soient les circonstances, quelqu'un sera élu après les élections. Maintenant, reste à savoir qui serait cette personne. Et je vais commencer d'abord par dire que le meilleur gagne, en attendant. L'enjeu de cette élection est vraiment très important du fait qu'à l'heure où nous parlons, le Bénin regorge plus d'intellectuels qui voudraient avoir leur dit dans tout ce qui se passe dans le pays, plus que jamais. Et si vous ne vous en doutez, ça fait comme la première fois qu'une élection fait tant de bruit au Bénin. Donc, pour répondre brièvement à votre question et histoire de partir très vite, c'est que l'enjeu est très important. Notre pays aujourd'hui, il est temps pour qu'on puisse élire quelqu'un qui va permettre aux jeunes, surtout nous les jeunes partis à l'extérieur, il est temps pour qu'on élise quelqu'un qui va permettre une ouverture, pour nous, pour qu'on puisse repartir au pays pour porter notre pierre à l'édifice de cette grande nation qui est au milieu
vraiment un point, qui est un point très stratégique de l'Afrique de l'Ouest. Je vous remercie. Alors, Monsieur Issifou, pratiquement la même question. Nous sommes donc à la fin d'un régime, un régime finissant. Nous sommes à un régime finissant. Et aujourd'hui, nous avons plus de la trentaine de candidats, et chacun se réclamant de candidat de la rupture, y compris même le candidat qui est soutenu par le régime finissant. Alors, ça devrait être quoi la rupture? Ça devrait être quoi la rupture? Lorsqu'on on finit un régime de 10 années, quelle devrait être la rupture et quel devrait être le profil de ce candidat de rupture? Merci beaucoup. Ce que moi je conçois par la rupture, c'est d'avoir un projet de société commun pour le Bénin. Et ce projet de société commun ne doit pas venir d'un seul candidat. Et c'est pour cela que je lance aujourd'hui un appel à tout le monde, que le meilleur en tête ou bien le candidat qui va gagner. Quand pour arriver au pouvoir, ils mettent ça de côté. Ils font autre chose. Et nous avons constaté que les gens qui sont peut-être contre sa gouvernance n'ont pas vraiment la présence d'esprit, ou bien ce sont des gens qui ne se constituent pas en opposant et au direct pour pouvoir contrôler ce que celui-là fait et puis faire le point au fur et à mesure au peuple. Donc ce que moi j'aurais aimé, c'est que on puisse avoir un groupe, non pas d'opposants, mais qui contrôle vraiment ce que le président élu a mis dans son projet de société. Monsieur Olatunji. Alors, Monsieur Jonas Lima, est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'un candidat soutenu par un régime finissant qui défend un bilan après 10 années de pouvoir peut se réclamer aussi un candidat de la rupture? Merci, monsieur, et je vous remercie de nous avoir convoqués ici pour discuter de l'enjeu des élections. Pour répondre à la question, c'est un peu difficile de dire qu'un candidat qui se réclame du gouvernement ou d'une gouvernance qui vient de passer, qui parle de rupture, mais il s'agit d'évolution dans les faits. Et c'est en ça que moi je vois la candidature de celui qui se proclame maintenant, ou est proclamé être le dauphin du président partant. Et en cela, il peut évoluer non seulement dans ce qui est fait bien par l'ancien président, mais aussi changer la mentalité des Béninois. C'est une possibilité. Ce n'est pas, moi, personnellement, je ne suis pas en train de suivre un candidat donné. J'ai des pour et des contre pour plusieurs candidats. Mais j'aimerais que le peuple choisisse quelqu'un qui peut vraiment combattre les maux de notre société. Par exemple, personnellement, moi, je suis contre la corruption. C'est comme une gangrène qui mine la société. Et c'est ça, on liste toujours les nouvelles têtes. Il y a une base de corruption qu'il faudrait, je veux dire, clé, ou bien un peu enlevé de la société. Et je ne sais pas si l'homme idéal de la politique des élections la prochaine doit être à la magistrature suprême, le président de la République en avril 2016. À mon humble avis, je ne pense pas que les opérateurs économiques qui décident du
liées à la magistrature suprême soit de trop. Parce que nous avons connu, avec l'expérience que nous avons connue depuis 25 ans après la démocratie, quand nous avons commencé le renouveau démocrate, nous remarquons que quand ils viennent au pouvoir, comme l'a dit tout à l'heure, leurs espérances, ce qu'ils avaient prévu normalement pour faire. Nous ne savons pas ce qui se passe dès qu'ils deviennent présidents, mais je crois qu'il est temps aussi de donner la chance aux opérateurs économiques qui pratiquement sont les poumons de l'économie béninoise de faire leur preuve. Il ne s'agit pas de les discréditer et de leur jeter la pierre en disant que bon, ils utilisent, ils achètent l'électorat, tout ce que nous racontons. Je ne pense pas que ce soit tout à fait cela. Et je crois que nous avons donné 25 ans la chance aux petits politiciens et des technocrates, des financiers et qui ont fait leur preuve. Et nous voyons que les bilans ne sont pas pour autant élogieux. Donc, je crois que donner la chance aux opérateurs économiques de faire leur preuve serait l'idéal. Voilà, c'est ce que j'ai à dire pour le moment. Alors, Monsieur Maurice Béton, dans un élément audio que nous avons tous suivi, le chef de l'État sortant, le président Boni Yayi, s'est insurgé contre la candidature des hommes d'affaires. Il avait dit précisément à Sakété qu'il n'a jamais vu un commerçant prendre le pouvoir. Et quelle est votre réaction par rapport à ces propos tenus par le chef de l'État? Est-ce que vous pensez aussi que un homme d'affaires qu'on appelle opérateur économique, lorsqu'on dit homme d'affaires, c'est au sens figuré, mais un opérateur économique peut-il prendre le pouvoir et bien gérer une nation? Oh, merci, M. Vital. Votre question, d'ailleurs, pour moi, est très simple. Nous sommes en démocratie et nulle part dans la Constitution béninoise, il est écrit qu'un opérateur économique ne peut pas se présenter si la personne a l'âge qu'il faut et qui a la probité qu'il faut. Alors, pourquoi ne pas se présenter? Donc, cette manière de parler de notre président sortant, je ne trouve pas que cela soit une bonne manière. Mais il faudrait aussi voir la nuance, parce que les hommes politiques dont on parlait, je suis sûr qu'ils parlaient de Talon. Talon, c'était quelqu'un qui a travaillé avec Yayi Boni. Yayi Boni le connaît, comme disait quelqu'un aujourd'hui. C'est en s'approchant d'un poulet ou bien d'un coq qu'on sait qu'il a les oreilles. Yayi Boni a su s'approcher de ces gens-là et a vu de quoi ils sont capables. Il sait ce que ceux-là ont fait dans le pays parce qu'il a eu à travailler avec eux. Et nous avons eu plusieurs situations, aussi bien, je peux dire même criminelles au Bénin, qui ont besoin d'être vues. Donc ces personnes, selon moi, et je suis sûr que c'est sur ce point que Yayi Boni parlait, n'ont pas eu bonne probité pour représenter le Bénin et devenir président. Donc, vous savez tout ce qui s'est passé. On dit qu'un qui n'a pas fumé, il n'aura pas de feu. Même si ces gens-là, ils sont devant la loi et que la loi n'a pas encore décidé du fait qu'ils ont fait quelque chose de mauvais ou de bon, au moins il faut savoir dire que même avec le bénéfice du doute, que quelque chose se passe et qu'il faudrait le voir. Je veux repartir sur quelque chose que vous avez dit tantôt à propos de la rupture. Est-ce que le fait que le candidat dont vous parlez, Lionel Zinsou, puisse constituer une rupture? Je dis absolument. Parce qu'il ne suffit pas de voir la candidature de quelqu'un par rapport aux hommes. Il faut voir la candidature par rapport à l'idéal qu'il amène pour le pays. Nous avons tous déploré la gouvernance pendant 10 ans de Yayi Boni. Il est vrai, Yayi Boni a fait beaucoup de choses bonnes, et je l'avais dit à plusieurs reprises, mais il a fait beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Mais nous avons un nouveau candidat, cela ne veut pas dire qu'il va continuer dans la médiocrité. Nous savons l'expérience de la personne, même à l'extérieur du Bénin, et nous pensons avec son programme du Bénin gagnant, il fera quelque chose de concret. Le programme est connu de tout le monde. Il pense
à l'éducation de la jeunesse. Justement, je vais sauter sur cette occasion que vous m'offrez, puisque vous venez de parler de son programme qui est connu de tous. Je crois j'ai un panel de jeunes de la diaspora réunis avec nous. Je ne sais pas, je voudrais leur demander si vous connaissez déjà le programme du candidat dont parle M. Béhéton. Parce que curieusement, ce projet n'a été en fait dévoilé que le jour du lancement de la campagne électorale. Et justement, Maureen, moi, je m'en vais sauter sur cette occasion pour te poser une question. Pourquoi avoir attendu le dernier jour des élections pour présenter un projet de société lorsque on sait que l'élection présidentielle, c'est un rendez-vous entre une nation et un projet? Pourquoi avoir attendu le dernier jour pour présenter ce programme? Merci, monsieur. C'est une très belle question. Pourquoi? Parce que pour vraiment comprendre cette lenteur ou bien la présentation tardive du programme de Lionel, il faut repartir voir le code électoral béninois. Et c'est là où je trouve qu'au Bénin... Et que dit ce code? Je vois qu'au Bénin, on laisse passer beaucoup de choses sans réellement toucher le socle des problèmes. Dans le code électoral béninois dit ceci, que la campagne électorale ne commence qu'à 15 jours de l'élection. Et après ça, avant même ça, on dit on a 45 jours avant que les candidats ne puissent se déclarer. Dans une condition comme ça, il n'y a nulle part dans le code électoral une rubrique qui parle de pré-campagne. Mais qu'est-ce qui se fait au Bénin? Des candidats qui veulent faire une rupture, respecter le code électoral, respecter notre constitution, se permettent de divulguer leur programme à tout bout de champ, à partout où ils vont, sans que la justice ne les touche, sans que personne ne dise quoi que ce soit, et on trouve que c'est normal. Alors, M. Béhéton, oui. Il faudrait reconnaître ce côté légaliste de Lionel pour ne pas publier son programme pendant longtemps, parce que le programme avait été écrit, le programme de Lionel avait été écrit pendant longtemps, depuis longtemps. Mais malheureusement, à cause du système du code électoral qui permet simplement aux candidats de venir se présenter 45 jours avant les élections, et qu'il a eu cette alliance, il était normal que son programme soit revu pour instaurer tous les points des autres partis qui constituent son alliance. On ne peut pas, et c'est d'ailleurs quelque chose qui est bon, M. Olatouli disait tantôt qu'il faudrait un rassemblement. Mais ce rassemblement, il faut le reconnaître à Lionel. Il a pu rassembler avant le premier tour des grands partis pour constituer un programme réel qui peut être utilisé. Ce qu'on a l'habitude de voir avant. Monsieur Béhéton, vous donnez l'impression que, en fait, le programme a été fait après ce ralliement, parce que moi, je crois, nous croyons savoir. Le programme a été fait avant le ralliement. Selon ce que vous avez dit. Associer oui. Le programme des d'autres partis qui se sont ralliés. Et cela, c'est normal. Curieusement, c'est que ces partis se disent se retrouver dans son programme. C'est la base d'ailleurs de leur ralliement. C'est un premier point. Et le deuxième point, pensez-vous que réellement la campagne électorale dure 2 semaines, et pensez-vous que l'on puisse vulgariser un projet de société en 2 semaines? Et ensuite, vous aviez fait allusion à la pré-campagne en ce qui concerne les autres candidats qui se disent de la rupture, mais curieusement, les affiches géantes du candidat Lionel Zissou étaient postées partout à Bopa et dans toutes les villes et dans toutes les communes du Bénin. Et c'était déjà dans la pré-campagne. Pourtant, on n'avait pas eu son programme, son projet de société. Quelle est la différence entre poster des affiches géantes dans les rues du pays et ne pas pouvoir dire pourquoi on poste ces affiches, les raisons pour lesquelles on veut être président? C'est ce que je voudrais savoir. Et c'est une très bonne question aussi. Les affiches, n'importe quel partisan d'un candidat peut se décider de poster des affiches. Même ici aux États-Unis, nous avons des partis, par exemple, le Parti démocrate de Hillary fait ces choses de la même manière. Il y a d'autres clans qui sont pour Hillary, qui vont poster des choses. Et même si ces choses ne sont pas bonnes, ça n'émane pas d'Hillary. Il faudrait faire cette nuance.
le parti Alliance pour le Bénin gagnant, le parti Alliance pour l'Alliance de la République républicaine n'a pas posté un seul poster jusqu'à hier que les posters de Lionel Zissou ont commencé à être postés. Si des gens qui se disent partisans de Lionel Zissou vont faire quelque chose, il faudrait que la loi les touche. Il faudrait que des gens prennent des décisions pour que cela ne soit pas fait. Oui, mais monsieur Béton, ce que vous avez certainement occulté, c'est que des caciques du régime finissant font aussi des meetings avec des affiches, des banderoles géantes à leur effigie et à l'effigie de candidat Lionel Zissou pour le soutien. Donc, à quoi s'apparente alors cette banderole? Puisque vous avez dit, vous venez de dire... Il faut faire une nuance. Oui. Ok? Faire des rassemblements de soutien et divulguer son programme de société pour l'élection, il faut faire une nuance. Il y a deux nuances là. Faire une propagande pour dire, nous te supportons, on veut que tu sois notre candidat, est différent de un candidat qui se lève et présente un projet de société et essaie d'informer le peuple à propos de son projet de société. Depuis que Lionel Zissou a commencé à faire des déplacements, à aller à des meetings des partisans, il n'a jamais parlé de son programme de société jusqu'à la décision qui a été donnée pour commencer les campagnes. Quand on dit faire la campagne, c'est différent de faire des meetings et dire je suis pour tel candidat. Alors je vais poser la parler de ce qu'on veut faire pour le pays. Très bien. Et c'est maintenant que cela doit être commencé, selon le code électoral. Parfait. Monsieur Olatunji, pensez-vous qu'en 2 semaines, on puisse vulgariser un projet de société pour pouvoir conduire une nation pendant 5 ans? Lorsqu'on se décide à conduire une nation pendant 5 ans, est-ce qu'il faut prendre 2 semaines pour parcourir un pays et expliquer ce qu'on a l'intention de faire? En réalité, je crois que c'est impossible. Et c'est pour cela que je dis la rupture doit être ailleurs. C'est-à-dire que les forces vives de la nation se réunissent pour avoir un projet de société que nous allons soumettre à n'importe quel candidat qui arrive pour dire voilà le projet de société du Bénin et que comment est-ce que tu entends trouver les moyens pour pouvoir exécuter ce projet. Et là, c'est connu déjà de tout le monde, de tous les Béninois. Et là, nous allons juger le président par rapport à ça. Sinon, les gens viennent, chacun, bon, ils font des copies-coller, même ce qu'on amène maintenant. Si vous voyez tous, c'est les mêmes choses. C'est les mêmes choses que nous connaissons déjà depuis. Ce que moi je veux pour notre Bénin, pour qu'il y ait vraiment une rupture, il faut que la technique soit vraiment dissociée de la politique. C'est-à-dire, le président qui va arriver à la tête de notre pays doit pouvoir séparer l'exécution des projets et la politique. Je m'explique. Au niveau de chaque ministère, on doit avoir le conseil ministériel qui est dirigé par une personne ou bien par un bureau élu au niveau du ministère. Et le ministre peut être nommé, bon, le ministre est nommé, mais le bureau ministériel est là qui ne peut pas être influencé par la politique et conduit les 80% des projets. On laisse 20% à la politique pour faire la différence et les imprévus. Mais un projet de société en 2 semaines, je ne vois pas que cela puisse être possible. Merci, monsieur Olatunji. Alors, monsieur Durand-Patrick, 2 semaines pour vulgariser un projet de société, 2 semaines pour faire connaître
sa vision à toute une nation, est-ce que cela est réaliste? Non. Pour commencer. 2 semaines, c'est des lois électorales et le comportement des candidats durant les pré-campagnes. Contrairement à certains de mes collègues ici, si on veut être spécifique, par exemple, sur Lionel Sissou, par exemple, son projet de loi n'est pas sorti en 2 semaines. Il peut peut-être modifier ça et en faire officiel selon les lois. Mais tout candidat qui se déplace et qui va dans un village pour parler aux villageois en leur demandant « je veux devenir candidat » ou « je suis candidat, je veux travailler pour vous », fait déjà la publication de son projet. Si ce n'est pas encore sur le papier et sorti à cause du respect des lois électorales, ne veut pas dire que le projet n'était pas en place. C'est-à-dire le projet de candidat n'était pas en place. Tous les candidats, chaque fois qu'ils se lèvent et vont n'importe où pour aller parler à la population, n'importe quelle question qui quitte cette population, n'importe quel membre de la population vers eux, et les réponses qu'ils donnent en retour à ces personnes, fait partie de leur projet. Et maintenant, ils ont toute une équipe. N'oublions pas ça. Et à chaque fois que ça se passe, ils recueillent le problème de la population, les problèmes de la population, les désirs de la population, et ils viennent maintenant constituer ce qui va être soumis officiellement selon la date où il est demandé de soumettre leur projet. Donc, pour vous dire, pour revenir à votre question, premièrement, ce n'est pas possible, et deuxièmement, ce n'est pas vrai. Le projet de loi était déjà en place, en discussion, même avant même que les gens parlent pour vouloir savoir le dauphin du président actuel. Chacun commence déjà par se poser la question de savoir est-ce que celui-là viendra faire ce que le peuple veut. C'est déjà une question qui tend déjà vers l'élaboration du projet de loi, du projet de société pour ces candidats. Je vous remercie. Alors, Monsieur Jonas Lima, dites-moi personnellement, avez-vous lu des projets de société de certains candidats et combien de candidats, de combien de projets de société avez-vous eu connaissance sans nommément citer ces candidats? Je crois que j'ai parcouru au moins 4 projets, ce que j'appellerais projets, parce que quelquefois ce ne sont pas des projets, mais seulement des écrits. Donc j'ai parcouru au moins 4, que je peux dire. J'ai glané des informations. Je n'ai pas lu totalement. Si vous voulez que j'aille en détail par rapport à ce que j'ai lu, je peux dire quelque chose. Mais lorsque vous prenez un projet de société, qu'est-ce que vous recherchez dedans, vous personnellement? Personnellement, moi, comme je l'ai dit au début, il y a des points que je crois qu'il faudrait que le candidat ou le président, quand il prend la direction du Bénin, puisse aller, doit changer. Par exemple, je vais parler par exemple de la corruption. Et il y a des problèmes de base. Corruption, éducation. Je suis dans la diaspora, donc je pense à la diaspora, comment gérer la diaspora et l'agriculture, par exemple, quel secteur par rapport à l'économie la personne pense vraiment prioriser. Donc c'est les points que je regarde souvent. Oui, très bien. Monsieur Lima, dites-moi, pensez-vous que les élections se soient jamais déroulées sur la base d'un projet de société? Pensez-vous qu'on n'ait jamais élu un président au Bénin sur la base d'un projet de société? Non. Et c'est ça le problème. Nous devenons de parler tout de suite, par exemple, de la durée de campagne. Ce n'est pas possible d'avoir pour que ça soit vraiment réaliste. Je veux aussi que les candidats, que le peuple
exige quelque chose des candidats. Comme mon ami Yessou vient de le dire, on ne doit pas attendre des candidats tout le temps leur projet de société. Par exemple, nous avons discuté au niveau de la diaspora, nous sommes les plus érudits, je dirais, parce qu'on a un taux d'alphabétisation très bas et ceux qui sont à l'extérieur sont souvent des instruits. Nous devons, par exemple, dans chaque diaspora, avoir un projet de société pour proposer aux candidats et c'est à eux d'adhérer à nos projets de société. Donc, c'est en fait ce que je pense. Merci. Alors, Monsieur Nyangueno, nous allons vous donner le tour pour vous prononcer également sur les 2 semaines de vulgarisation de projets de société. Et est-ce qu'il faut attendre effectivement que la loi autorise le début de la campagne avant de commencer par proposer un projet de société aux populations que l'on entend diriger? Je vous remercie. 2 semaines pour présenter un projet de société, parce que c'est insuffisant. Les populations qui doivent jeter un coup d'œil sur ce projet de société, je crois qu'ils n'auront même pas le temps de sillonner le projet avant que les élections proprement dites ne commencent. Donc, je trouve qu'il faudra, dans un futur, revoir un peu la loi électorale et changer un peu le délai. Et tendre ça peut-être à 1 mois ou 1 mois et demi, 45 jours, je crois que ce serait l'idéal. Maintenant, en parlant maintenant de la campagne, de la pré-campagne et des dispositions, le respect du code électoral, le respect de la Constitution, je dirais que nous sommes dans un pays où il y a de la cacophonie. Les gens ne respectent vraiment pas les lois et ils se réfugient derrière une certaine notoriété ou une certaine puissance, je ne sais pas, de leur rang social pour primer, pour ne pas respecter la loi ou faire ce qu'ils veulent. Et la plupart du temps, nous remarquons que ce fait est en général de tous les candidats. Ce n'est pas le candidat de l'opposition ou le candidat de la mouvement, je crois que ce soit tout le monde en général cherche à aller plus vite, se faire connaître plus vite. Et dans le souci de se faire connaître, de positionner leur candidat, de pouvoir toujours aller vis-à-vis des populations et de leur parler de leur vision et de leur projet de société, ils oublient complètement la loi et c'est au dernier moment qu'on cherche à se rattraper pour rafistoler quelque chose en 2 semaines pour dire que c'est ça mon projet de société. Mais comme dirait M. Durand, ils sont bel et bien déjà sur le terrain en train de parler aux populations, en train de chercher à vulgariser leur projet de société. Mais c'est l'écrit seulement qu'on vient vous présenter en 2 semaines pour dire que c'est ça votre projet de société. Je crois qu'il faudrait vraiment que nous fassions, nous prenions du recul et cherchions vraiment comment nous allons, dans les années à venir, refaire la refondation, comme disait M. Yessoufou, de notre Bénin, notre chère patrie. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est de la pure pagaille. Chacun se lève, il fait ce qu'il veut, et puis l'autre, parce qu'il n'est pas dans son intérêt, il cherche à pourchasser l'autre. Quand l'autre est dans son intérêt, il ne dit rien, et on politise tout. C'est ça le nœud, la politisation de tout ce qui se passe au Bénin. C'est ça que nous devons chercher à faire. On doit chercher à séparer cela de réalité des masses populaires, de leurs préoccupations, leurs besoins, ces besoins vitaux des populations ne sont pas pour autant respectés. Ils en parlent, mais dans les faits, après on remarque que ce n'est pas ça. Voilà, donc nous avons beaucoup de boulot.
nous avons beaucoup de boulot et il faut que ça commence très bientôt. Merci. Merci, M. Nyangueno. Alors, M. Boït et Béton, je vais me retourner vers vous et vous poser la question. Ne peut-on pas être légaliste, suivre la loi, respecter les 2 semaines de campagne et toujours pouvoir dire ce pourquoi on a réellement envie de diriger un peu? Parce que, en fait, dites-vous, ce que nous faisons au Bénin, nos tests sont toujours copiés sur le cliché français, mais toujours est-il que pour les élections présidentielles, avec la durée limitée de campagne en France, les présidents, les candidats ont toujours une marge pour faire connaître leur projet de société. Vous représentez ici dans ce débat le candidat Lionel Zinsou, je dois le préciser. Alors dites-nous qu'il propose, qu'est-ce que le candidat Lionel Zinsou propose pour le Bénin, puisque son projet de société n'a été en fait rendu public que les dernières 48 heures. Personnellement, je n'ai pas eu la chance de le lire avant cet entretien avec vous. Pouvez-vous nous dire en 1 minute ou bien en 2 minutes les grandes lignes, sans aller dans les détails, de ce que Lionel Zinsou propose et que nous n'avons pas au niveau des autres candidats qui sont en compétition contre lui? Merci beaucoup, M. Vital. Et vous, avant même d'aller dans ce sujet important, je veux dire une petite chose. J'avais dit tantôt que le temps imparti pour les campagnes était trop peu. Et c'est à cause du code électoral qu'on a. Il faudrait que le code électoral soit changé. Et ce code électoral doit être changé pour permettre au moins à 1 an, il faudrait que 1 an avant les élections, que tous les candidats aux élections soient connus. Cela permettra au peuple ou à ces candidats de pouvoir faire un programme de société constant. Et ce ne serait pas 2 jours, bien la veille de présentation de candidature, qu'on aura des alliances de dernières heures et maintenant on commence à faire encore notre programme. Et c'est cela qui cause la plupart du temps, après la prise du pouvoir du président, il veut colmater des informations de tous ceux qui l'ont supporté pour pouvoir faire un programme. Il faudrait qu'on arrête ça. Et aussi, il faudrait que la campagne électorale commence au moins 6 mois avant les élections. Et que les journalistes, les médias puissent divulguer dans toutes les langues possibles des candidats pour que le peuple puisse décider. Quelles sont les grandes lignes, oui, pour en venir à la question. Pour les grandes lignes. Il est vrai, le candidat Lionel Zinsou a pour vision le Bénin gagnant. Et ce Bénin gagnant, pour le réaliser, il a pris 3 conditions clés pour ce succès-là. C'est la gouvernance, la bonne gouvernance et la modernisation de ces institutions. Mais pour arriver à ce succès, il faudrait, dès à présent, dès sa prise de pouvoir, cibler 2 importantes batailles. Et ces 2 batailles sont l'accélération du développement économique de notre pays, la création d'une cohésion sociale et d'un développement du capital humain. Et alors, pour que ce succès soit possible, il faudrait que ce succès soit posé sur un socle. Et ce socle, c'est la paix au Bénin et le rayonnement aussi bien régional et international du Bénin. C'est en grand mot le programme de société de Lionel Zinsou, que je peux détailler au moment opportun. Alors, Monsieur Béton, parlant de la bonne gouvernance, le régime finissant est un régime qui est décrié pour la mauvaise gouvernance, pour la malgouvernance à 80% de ses actions à la tête donc de ce pays. Et le candidat Lionel Zinsou se trouve aujourd'hui porté prioritairement par la coalition qui a donc géré le Bénin. L'Alliance républicaine, je veux parler des FCBE. Okay. Je voudrais parler des FCBE. C'est les FCBE qui ont prioritairement donc choisi de soutenir la candidature de Lionel Zinsou avant même le ralliement, avant qu'il y ait ralliement du PAD et des FCBE.
Est-ce que vous ne trouvez pas que lorsqu'on veut être de la rupture et parler de la bonne gouvernance, promouvoir une bonne gouvernance pour les 5 prochaines à venir, est-ce que ce n'est pas un hic que de se faire supporter, que de se faire porter donc par les FCBE, par cette coalition qui est restée au pouvoir et dont la mauvaise gouvernance a été décriée par tout le monde? Ok, merci Monsieur Vital. Et quand vous parlez vous voulez associer la non-rupture avec Lionel, que vous trouvez que cette rupture se trouve avec les candidats comme Talon, qui ont travaillé avec Yahya Boni pendant des années, les gens comme Adjavon, qui sont derrière qui il n'y a que la majorité des gens qui ont travaillé avec Yahya Boni pendant des années, et beaucoup d'autres candidats. Tous ceux qui sont derrière ces candidats, ils ont travaillé avec qui? Ils ont travaillé avec Kérékou, ils ont travaillé avec Yahya Boni. Donc, vous voulez dire maintenant que ceux qui sont avec Yahya Boni sont les seuls à ne pas réellement créer cette rupture. Moi, je dis non. La rupture dont le Bénin doit parler aujourd'hui, c'est la rupture dans la gouvernance. Et cette gouvernance ne s'associe pas simplement à des individus. C'est une rupture de système, de gouvernance qui permet à tout Béninois, quelles que soient ses connotations politiques, quel que soit son niveau, aussi bien intellectuel qu'économique, peut amener quelque chose de concret au Bénin. La rupture, c'est cela qu'on veut. Ce n'est pas la rupture, on veut se débarrasser des hommes. Il ne faut pas ça. Le Bénin a besoin de tous ces Béninois pour que le Bénin puisse avancer. Merci, Monsieur Bériton. Je vais rapidement poser une question à Monsieur Koublanou et lui demander, le candidat Lionel Zissou aujourd'hui soutenu par une coalition dite coalition républicaine qui est composée du PRD, de la RB et des FCBE. Quelles sont vos impressions sur cette alliance, sur cette coalition républicaine qui s'est constituée pour supporter le candidat Lionel Zissou, et puis précisément sur les raisons, n'est-ce pas, qui sous-tendent cette alliance, qui sous-tendent ce soutien, notamment les raisons évoquées par le président Adrien Oumbédi, président du PRD. Je vous remercie, M. Vital. Je voudrais commencer par dire que tout le monde a le droit de choisir avec qui il va gouverner, avec qui il va travailler. Dans ce sens, l'alliance qui s'est formée autour du candidat Lionel Zissou, alliance composée du FCBE, du PRD et de la RB, est une alliance, disons, à prendre comme toute autre alliance qui veut prendre le pouvoir et l'exercer. Mais la façon dont l'alliance s'est formée, ou la façon dont l'information de l'alliance a été portée à la population, pose problème, parce que il y a, à moins que à part ceux qui étaient dans les secrets de Dieu, l'annonce de cette alliance a créé, disons, un désarroi total dans la population. Parce qu'on était loin de voir le PRD, donc on prend les positions pendant des années, on était loin de voir le PRD supporter, aller vers les FCBE pour former une coalition et porter le candidat Lionel Zissou. Moi, j'ai des craintes. J'ai des craintes parce que c'est vrai, le Bénin a besoin de tous ces discours pour se construire, pour se développer. Mais quand on voit ceux qui sont autour du candidat Lionel Zissou, je veux parler surtout des membres des FCBE, il y a des gens qui ont eu, dans un passé très récent, des conduites, disons, peu recommandables. Et on voit le candidat Lionel Zissou s'afficher avec ceux-là à des meetings et tout.
on a des craintes. On a des craintes, on se demande ce qui va se passer si jamais il était élu, s'il doit gouverner le pays avec ces mêmes gens, on risque de ne pas sortir de l'ornière. Ça, c'est un problème que plus d'un Béninois se pose. Alors, je voudrais peut-être demander, si vous le permettez, demander à M. Béton, le représentant du candidat de l'expression, comment est-ce qu'il pense réellement que la gestion pourrait se faire si jamais c'était de mettre gestion qui se développait, qui réussissait aux élections, qui était élu, comment est-ce qu'il va gérer vraiment le pouvoir sans s'associer à ces gens-là? Très bien, monsieur Kouba. Nous allons nous tourner du côté de monsieur Olatoudi. Vous aurez le temps de répondre à cette question. Et une petite question qui me vient à l'esprit, et c'est par rapport à l'information, à la tendance aujourd'hui au Bénin où tout le monde parle du chaos. Et le président Adrien Oumbédi soutient qu'il y aura chaos. Les membres de cette coalition républicaine, dite républicaine, parlent du chaos. Pensez-vous qu'aujourd'hui au Bénin, le chaos est encore possible après ce que nous avons déjà vécu en 2011? Vraiment, ça, c'est une belle question. Et pour vous répondre vraiment directement, je dirais que le chaos est possible parce que au moment où les gens qui sont contre le chaos sont en train de se chamailler, sont en train de faire vraiment, de crier qu'il n'y aura pas chaos, qu'il n'y aura pas chaos, il n'y aura pas si. Les autres sont en train d'évoluer sur le terrain. Et quand vous voyez, il n'y a personne, parmi eux tous, il n'y a personne qui aime le Bénin. Donc quand ils trouvent déjà à manger quelque part, dans le groupe et de ceux qui sont en train de crier qu'il ne peut pas avoir chaos, il ne faut pas être étonné de voir ceux-là maintenant aller du côté de ceux qui disent qu'il y aura chaos. Donc, Monsieur Nyanguenon, nous allons vous poser cette question. Quand même, aujourd'hui, la campagne électorale a été donc lancée officiellement et beaucoup de citoyens ne sont pas entrés en possession de leur carte d'électeur. Est-ce que vous ne pensez pas que à ce niveau, il y a déjà mal donne? Le fait que nous sommes à moins de 2 semaines des élections et que tout le monde ne soit pas entré en possession de sa carte. Et vous êtes de la diaspora. Pouvez-vous nous dire si vous avez déjà pu retirer votre carte d'électeur ici aux États-Unis? Les cartes d'électeurs ici aux États-Unis sont déjà disponibles. Les responsables et les présidents de chaque association ont divulgué des informations très importantes concernant le retrait des cartes d'élection. Je crois que le travail, la Cour constitutionnelle, en sa personne, M. Olo, a bien fait de pouvoir dissoudre, de pouvoir changer le tâtonnement qu'on observait vis-à-vis de l'élaboration et du partage des cartes d'élection. A changé ça avec un autre comité ou un conseil qui va se charger maintenant de la divulgation et du partage des cartes. Je pense que nous avons eu du retard et cela se répète un peu trop au Bénin où nous sommes passés champions en affaire de retard sur tous les points. Et je crois que ce retard est en train d'être corrigé. Et on a prorogé les élections et
Non. Oui. 6 mars, oui, du fait du retard, oui. Oui, du fait du retard. Et ce n'est pas suffisant. La semaine de prorogation n'est pas suffisante. Mais je crois que c'est déjà un pas pour montrer la bonne foi de la Cour constitutionnelle de pouvoir satisfaire les préoccupations, surtout des opposants, de l'opposition, qui connaît que bon, il fallait nécessairement que bon, le délai imparti était trop juste et il fallait corriger ce qui a été fait. Donc je crois que nous sommes, ce n'est pas tout à fait ce que nous espérons, mais sur ce point, je crois que tout est en train d'être mis en place pour que le partage effectif se passe. Mais le grand problème, c'est dans les points les plus reculés du Bénin. Est-ce que le délai serait suffisant pour que tout le monde soit en possession de sa carte au moins à 3 jours au moins des élections? Ça, c'est un point d'interrogation. Je ne vis pas actuellement à Cotonou pour savoir, puisque nous sommes ici à la suite de la diaspora. Donc, c'est vraiment le point d'achoppement. Il faudrait vraiment qu'on s'informe pour savoir si est-ce que le travail sur le terrain là-bas est en train de se faire. C'est ça ce que je crois que je dis pour l'instant. Monsieur Jonas Lima, vous êtes donc le délégué de ACB aux États-Unis. Dites-moi, avez-vous retiré votre carte d'électeur? Oui, je l'ai. Vous avez retiré votre carte d'électeur. Et comment entrevoyez-vous l'issue de ce premier tour avec tous les flottements qu'il y a déjà et la campagne électorale qui a été lancée? Nous sommes à moins de 2 semaines donc de ce premier tour. Les cartes d'électeurs qui ne sont pas encore, les électeurs qui ne sont pas encore tous en possession de leurs cartes d'électeurs. Comment entrevoyez-vous alors l'issue de ce premier tour, de ce fait? Merci pour cette question. Je crois que je ne suis pas du tout apaisé par rapport à l'issue positive de cette élection par rapport au nombre aux gens qui vont voter, surtout dans notre diaspora, à cause des problèmes de retrait qu'on a eu. Nous avons pu quand même avoir, je sais qu'au moins du côté de Washington, nous avons déjà retiré au moins 70% des cartes. Mais il y a beaucoup de cartes qui sont reparties vers le Bénin, ce qui n'est pas bien. Ça n'a pas été arrangé de telle façon pour que les cartes restent ici, pour que ceux qui sont normalement les propriétaires de ces cartes puissent retirer ça avant les élections, ce qui a corrigé. Et moi, j'exhorterai le gouvernement à faire plus de travail à ce niveau, à prévoir ces genres de choses, parce qu'aux États-Unis, ici, les réalités sont différentes de ce qui se passe au Bénin. Il semble qu'il n'y a pas eu de prévision assez, il n'y a pas eu de concertation avec les responsables de communauté assez à l'avant pour permettre la récupération normale de cette année. Monsieur Lima, pensez-vous que les élections seront transparentes? Je dis oui, mais j'ai un peu de problème par rapport à comment est-ce que les résultats vont apparaître après. Je vais m'expliquer par rapport à ça. Je veux dire que les candidats ou bien l'opposition se préparent bien, à ce que je sache, à vraiment regarder de près ce qui se passe. Mais à la fin, on espère que la proclamation des résultats se fera exactement comme c'est sorti, les votes ont été faits. Je ne suis pas totalement convaincu de ça, mais j'ai espoir que mon peuple va nous surprendre comme d'habitude et qu'on aura un bon résultat et que la vie va continuer. Monsieur Durand, je vous repose la même question. Avez-vous l'impression, avez-vous le sentiment que les élections présidentielles de 2016 seront transparentes? Ça, c'est une très bonne question, monsieur Vital.
Mais la réponse serait un peu ambiguë de quel côté pour les poser. Moi, je dirais les élections ont été, dans n'importe quel pays, ont été toujours transparentes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous avons sur place et sur pied, même dans n'importe quel pays, même les pays les plus développés, un système d'intoxication qui fait que si un candidat n'est pas élu, commence par chanter, alerte, les élections ont été frauduleuses. Et si ce candidat a plus de soutien derrière lui, ça amène à faire croire à tout le monde que les élections n'ont pas été transparentes. Écoutez, nous allons dépenser de l'argent ou bien des attaques vers les votants directement lors des élections. Le comptage et tout ça là donne toujours un résultat qui normalement devait être respecté pour la paix sociale, quel qu'en soit. Bon, le problème qui se pose chez nous, c'est quoi? La question, est-ce que les élections seront transparentes? Well, si on a le système en place, si on a les garde-fous en place bien déterminés, les élections seront transparentes. Avons-nous les garde-fous? Non, voilà. La preuve est quoi? Même aux États-Unis, ça s'est passé entre Al Gore et puis une chose là, et Bush. Et quand ça s'est passé, du fait qu'ils ont les garde-fous, on n'a pas commencé par tirer sur les gens et les candidats n'ont pas commencé par crier à chaque jour sur les médias qu'il y a telle chose et telle chose. Mais chez nous, qu'est-ce qui se passe à la fin? On n'a pas les garde-fous. Mais quand on crie fraude, au lieu de se calmer et soumettre normalement notre plainte, et soumettre normalement notre inquiétude à la juridiction en place pour pouvoir poursuivre et régler le problème, on préfère crier très haut que c'est l'Afrique et les gangrènes de l'Afrique et que nous n'avons jamais, c'est-à-dire nous ne faisons jamais quelque chose de bon. Alors moi, j'aurais préféré que, vous serez surpris, mais j'aurais préféré qu'on ne pose pas cette question. Merci, M. Durand. M. Béton, dites-nous, comment entrevoyez-vous l'issue de ce premier tour? Et je vais poser une deuxième question immédiatement. Quels sont, selon vous, les deux candidats qui ont plus de chances de sortir pour un second tour? Poser des questions. Et c'est pour la jeunesse. On parle des femmes, on parle de l'éducation, on parle des moyens qu'il faut pour faire le travail et le timing. Le timing pour oui, faire mais M. Béton, pensez-vous que M. Zissou soit le seul à même de pouvoir faire des mobilisations de fonds? Non, je ne parle pas de mobilisation de fonds. Oui. Mobilisation de fonds. Mais vous avez dit... Oui, allez-y. Je ne parle pas de mobilisation de fonds. Tout le monde, dans les programmes de société, diront on doit investir, on va investir, on va faire ci, on va faire ça. Mais aucun de nous donne des chiffres palpables sur ce qu'on a au Bénin. Et maintenant, donner leur vision ou leur manière d'application de leur société. Vous n'avez certainement pas pris connaissance des projets de société des autres candidats. Je ne suis pas de la majorité des candidats que j'ai eu. J'ai toutes ces informations que j'ai lues, mais ce que je dis, c'est quoi? On dit, on va dépenser le monde. Le programme n'a pas dit où la fait. Donc, je pensais venir sur ce sujet. Oui. La deuxième chose, c'est pour les cartes d'électeurs. Oui. Il ne faut pas sentir, il est vrai, les cartes d'électeurs n'ont pas été distribuées à temps. C'est ce qui a causé le fait que l'opposition a demandé que l'élection soit reportée au 10 mars. Mais il est temps qu'on cesse de tirer sur une corde cassée. Il a été déjà décidé. Et puis, les cartes d'électeurs des années 2005 peuvent utiliser ces cartes. Non, vous voulez dire les cartes d'électeurs qui ont été distribuées. Maintenant, la différence, c'est moins de c'est presque 1 million. Ce qui va être quelque chose de 30% si on compte comparativement à l'année passée. Mais ces 30%-là, c'est ça qui va nous dire que les élections ne seront pas transparentes. Lorsque les élections ne sont pas... Monsieur Béton, en matière d'élection, ce que vous dites est très grave. Ce que vous dites est... Je voudrais vous arrêter. Si je comprends,
je voudrais vous dire, je voudrais vous dire, on dit aux gens, on a fait de nouvelles cartes, ok, et qu'on est en train de distribuer, au moins les autres ont déjà eu des cartes. On est en train de voix peut suffire pour prononcer un chaos, parce qu'il suffit d'avoir la moitié plus une seule voix et le chaos est possible. Donc, même si c'est 500 personnes qui n'ont pas reçu leur carte d'électeur, et on ne peut pas faire la traçabilité de ces 50 cartes d'électeurs, c'est déjà une porte ouverte à la suspicion et des idées de fraude. Non, mais moi, je ne parle même pas, je ne dis même pas que c'est normal que ces gens n'aient pas leur carte. Je dis, il ne faudrait pas tirer sur des sujets qui ne sont réellement pas de grands sujets parce que le travail est en train d'être fait sur le terrain. La décision a été prise par le gouvernement ou la Sénat de permettre à ceux qui n'auront pas leur carte d'utiliser les anciennes cartes. C'est tout ce que je dis. Donc, ne nous contentons pas de critiquer. Donc, en conclusion, vous dites que vous avez le sentiment que la présidentielle, du moins le premier tour, sera transparent. Mais c'est pour poser une question que je trouve que seuls les magiciens ou les bocodons du Bénin peuvent vous le dire. Non, c'est sur la base, sur la base des faits. Sur la base. Il y aura pour le moment, avec les tendances que nous avons, et je crois que pour être concis et succinct. Monsieur Durand, donc, selon vous, comment entrevoyez-vous l'issue de ce premier tour et éventuellement allons-nous nous diriger vers un second tour? Il y a une possibilité de second tour et il se peut aussi qu'on ait un chaos. Aucune possibilité ne doit être exclue. Ça, je voulais le dire. Éparpillé, et ce qui amènerait au deuxième tour. Mais, tout à l'heure... Le candidat sans le nommer sera au second tour? Peut-être même au chaos. Ça, c'est pour vous répondre directement. Maintenant. Donc, certainement, il est soit Lionel Zinsou, soit à Diavon, comme l'a dit M. Nyangeno. Je vais tenter de jouer au journalisme là, mais attendez, je vais essayer de faire des éliminations pour que vous preniez le verse pour pouvoir choisir. Parce que déjà, moi, j'ai un principe. Il faudrait d'abord qu'on sache une chose. Nous sommes l'Afrique et nous avons notre culture. Et sur ce point, il faudrait souvent qu'on essaie de tailler certaines choses à la béninoise. Et ce qui nous permettrait, tel que le professeur l'a dit hier dans son intervention, même si on commence déjà par étudier, pas apprendre aux gens à l'école nos langues maternelles, vous n'êtes pas sans savoir que ça se passe automatiquement. À New York, fait comprendre que quand je parle de mettre des garde-fous autour des gens, ce n'est pas sans avoir l'idée de mal faire ce travail. On a des candidats aujourd'hui que moi, quand je les regarde, quel qu'en soit leur projet de société, quel qu'en soit ce qu'ils font, moi, je vais vous dire la vérité. Si jamais ces candidats-là viennent à la primature, c'est une porte grandement ouverte à la corruption à 200 vitesses dans notre pays. Ça, je vous le dis carrément. Déjà, moi, je suis contre un commerçant à la magistrature suprême, automatique. Quel qu'en soit ce que la personne fait, si la personne est un commerçant, pas question. Ça fait un. Et pourquoi? Je vais te donner un exemple très simple. Je suis par exemple milliardaire, je suis commerçant. Oui. Je viens à la magistrature suprême. On me donne un délai on me donne un premier mandat. Après mon premier mandat, si je ne suis pas réélu, je dois quitter. Vous pensez que je vais laisser mon business, mes affaires tomber avant de quitter là-bas? Vous pensez que je vais laisser mes affaires tomber et quand je quitte là-bas, je serai en chômage? Non, ça fait un. Deuxièmement, je suis au pouvoir. Je continue, je ne vais pas faire mes affaires. Je commande par exemple 2 bateaux de 200 conteneurs. Vous croyez que celui qui est au port va refuser de faire sortir ces conteneurs-là parce que ça appartient au président de la République? Mais monsieur Durand, l'expérience a montré que les opérateurs économiques et les commerçants dont vous parlez ont eu les mêmes largesses sans avoir été président, sans avoir été chef d'État. Exactement. Maintenant, il faudrait mettre quelqu'un là qui va arrêter ces largesses-là sans qu'ils soient là-bas pour être protégé par l'immunité. Oui, mais l'expérience, ce que vous dites, je comprends bien, je suis parfaitement d'avis avec ce que vous dites, mais ailleurs, la chose est possible. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire chez nous? Et en Italie, Silvio Berlusconi est un opérateur. Pas seulement sur les pays occidentaux développés. Et si vous regardez ces pays-là avec ces... pas de s'appliquer. Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé,
de voir celui-là lutter contre la corruption. Ça, c'est mon problème principal. Parce qu'en réalité, oui. Je suis tellement excité et passionné par votre exposé que ça rejoint un petit peu ce que j'étais en train de dire, mais avec un grand M. C'est-à-dire quoi? Le monsieur qui était sous diaconie et qui a commis des trucs, le président de la République a demandé qu'on n'a qu'à relever son immunité pour qu'il puisse être traduit. Ça n'a pas été fait. Les gens qui sont là et qui le supportent ont voté pour lui pour qu'il garde son immunité et rien ne s'est passé. Je ne parle pas d'une seule candidate. C'est fini. Même la gangrène même ne peut pas être. Monsieur Duramé, vous savez que c'est ce même clan qui a endossé l'oiseau rare aujourd'hui. Mais comme vous parlez de programme de société, vous parlez de tout ça là. Cet oiseau rare que vous dites que ce clan a endossé aujourd'hui. C'est qui l'oiseau rare ici? Demandez au monsieur. Bon, mais quand on parle d'oiseau rare aujourd'hui, tout le monde. vous savez pas, vous voulez savoir qui c'est qui est l'oiseau. Parce qu'il a été toujours conseiller depuis une dizaine d'années avec Yaïboni. Je me demande si vraiment il est un oiseau rare. Quand on parle de l'oiseau rare, peut-être que le mot est un peu quelque chose là qui a. Je suis en train de poser la question. On peut savoir que 2 mandats pour un président du travail. Monsieur le président dont on parle, c'est Lionel, par exemple. Ça, ce n'est pas quelque chose que. L'oiseau rare, je ne vois pas que cela. Bon, le mot l'oiseau rare, peut-être quelque chose là, mais c'est Lionel, c'est sur le candidat, supporté par le. Bon, le problème qui se pose avec ce candidat, non pas le problème, mais ce que moi je vois de ce candidat, moi personnellement, c'est ceci. Nous voyons le Bénin, et comme le professeur l'a dit hier à son débat, c'était intéressant qu'il a prononcé ça, que nous, les jeunes qui sommes à l'étranger, on n'a qu'à essayer de tout faire pour rentrer, pour appliquer ce qu'on a appris à l'étranger. Et cela veut dire que, est-ce que cela veut dire que nous voulons faire une politique d'exclusion? Non. En disant que ces gens ont droit au but, éliminons les choses. Tout le monde peut apporter son. Les années à venir, bien le président qui va arriver là, il faut qu'il soit vraiment l'aider à mettre fin à certaines choses. Comme les cartes d'électeurs. En moins de 5 ans, 3 élections, 3 cartes d'électeurs. Ça, c'est grave. Bon. Et ce que. C'est peut-être une façon de participer à la fraude. C'est une partie, vraiment. Ouais. Ça. Hein? Donc, tout ce qui. Bon, quand je dis participer à la fraude, c'est-à-dire pouvoir gagner les élections et aussi pouvoir se faire un peu d'argent, certainement, n'est-ce pas? Oui, si vous en place ou bien plan pour contrecarrer celui qui est là et puis lui-même se rallie. C'est ce qui a été fait jusque-là. Parce que quand vous regardez l'histoire de Koslipi, mais c'est grave, j'ai peur pour mon pays. J'ai peur pour mon pays et c'est pourquoi quiconque va arriver au pouvoir, je voudrais que vraiment les gens l'aident à rectifier, par exemple, tout ce que nous avons comme problème aujourd'hui. Parfait. Monsieur Tac. Aux États-Unis, Obama était venu avec un bon programme, il fait du travail, mais toujours il rencontre des obstacles. Et à la Sénat et tout. Tout président soucieux du bien-être du peuple va toujours rencontrer des obstacles parce qu'il y a toujours des clans, des gens qui ont un système déjà de corruption qu'ils ne veulent pas laisser aller. Donc les obstacles seront toujours là. L'important pour moi est que Lionel puisse reconnaître ces obstacles et pouvoir les surpasser en faisant gagner le peuple béninois. Donc il y aura toujours des obstacles. Et c'est ça la particularité d'un président. C'est pouvoir dépasser ces obstacles pour aboutir à la réussite de son programme de développement. Si vous avez un conseil à donner aujourd'hui à Lionel Zissou, vous l'avez en face de vous. Oh, c'est toujours
lui font le reproche, que l'on lui fasse ce reproche aujourd'hui au Bénin, quelle impression ça vous fait? Oh, moi, je trouve ça, c'est une bonne pouvoir de discréditer un candidat. Il est le premier ministre du Bénin. Et en même temps qu'il fait son travail, et qu'en cela, il faut d'abord se reconnaître qu'il n'y avait pas encore les campagnes. En même temps qu'il est en train de faire son travail de Premier ministre, et qu'il est en train d'aller quelque part, et que des gens, il s'arrête quelque part pour saluer des gens, donc on veut qu'il laisse sa voiture, qu'il amène à un lieu, et rentrer dans une autre voiture, et pouvoir aller saluer quelqu'un et rentrer dans une autre voiture. Ce sont des logiques. Je sais que vous avez tout simplement... Non, je veux dire quelque chose. Soyons conséquents dans notre pays, soyons réels et réalistes. Voyons ce qui est faisable. Il faudrait que dans nos lois, les choses soient mises comme cela. Des affairistes en tant que juristes, alors que la loi dit dans la Constitution que tu es député, tu n'as pas le droit d'aller être contre le gouvernement, l'État béninois. Et personne n'en parle. On trouve que c'est normal. Mais soyons sérieux au Bénin. Parfait, monsieur. Et nous avons sur ce panel un autre d'un autre candidat, je veux nommer le cas. Le Zissou continue toujours de jouir. Parce que jouir encore de ces biens de l'État là pour aller faire campagne. Je crois que c'est une insulte. C'est une insulte pour notre démocratie, une insulte pour lui-même qui est né. Il est béninois, mais né en France. Il est né dans une grande démocratie. Il a évolué dans une grande démocratie. Il a fait de grosses études dans une grande démocratie. Je crois qu'il est temps que nous arrêtions de jouer. Nous jouons beaucoup au Bénin et il est temps qu'on prenne conscience de la crise de conscience de ce qui se passe au Bénin. Je crois que ça défavorise totalement les autres candidats parce qu'il est en train, comme je le dis encore, j'aime bien ce mot-là, parce que jouir de billets de l'État. Bien, mais nous sommes... Ce n'est pas quelque chose... Parle simplement des projets des sociétés, de parler de ce qu'on connaît. Lionel Zissou. Votre mot de fin pour cet entretien. Merci, M. Vittel. Je souhaiterais que les élections se passent très bien et qu'au soir du 6 avril, on ait un seul vainqueur. Et ce vainqueur soit le peuple béninois. Le reste, on pourra gérer par la suite. Je souhaite à tous les candidats, je leur souhaite bonne chance. Bravo. Monsieur Moribe, étant votre mot de fin. Vous me permettrez au moins, j'aimerais que vous me permettiez d'avoir parce que, comme vous l'avez dit, je représente le candidat de se développer. En plus, il prône pour l'exonération des impôts sur le revenu. C'est-à-dire qu'il veut que quand les Béninois viennent au Bénin pour travailler pour le Bénin, les Béninois viennent travailler pour qu'il... La quatrième chose, c'est de permettre à les compétences de notre pays d'être utilisées. Donc, il prône à la création d'une base de données qui pourra avoir les noms, la profession des Béninois de l'extérieur, si tu es infirmier, si tu es docteur, si tu es même menuisier ou mécanicien aux États-Unis, ils veulent que tu amènes ces expériences au Bénin pour être utilisées. Et en troisièmement, il veut capitaliser l'expérience de la diaspora. Il veut que la diaspora rentre dans la gérance de la gouvernance au Bénin. Parce que nous avons des potentialités, que cette potentialité puisse être utilisée par le Bénin. Donc, mon mot de fin, d'abord, c'est pour vous remercier pour ce forum. Et c'est très intéressant. Ça permet au moins à nos membres de la diaspora et aux Béninois de voir que la diaspora n'est pas en marge des réalités du Bénin. Et que la diaspora pense énormément à l'évolution du peuple béninois. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons trouvé en Lionel Zissou l'homme de la diaspora qui pourra faire un changement
très important au Bénin. Et je demande à tous les Béninois, quel que soit leur parti politique, de prendre le 6 mars prochain un candidat qui pourra premièrement. Je vous remercie. Merci, M. Béreton. M. Nyanguenon. Commencer bien avant cette échéance électorale. Nous n'allons pas attendre les élections pour construire le Bénin. Nous n'allons pas attendre les élections pour se porter digne fils du Bénin. Être béninois, ça doit être le travail de tous les jours, le travail de ce que nous pouvons faire pour le Bénin sur le terrain. Nous voulons du concret. Et je voudrais que les Béninois donnent la chance à Sébastien pour finir et pour continuer par construire le Bénin. Parce que je travaille pour le pays. Il y avait un autre président, mais il était bien. Donc, arrivé à un certain moment, lui-même, il avait compris, il a dit qu'il n'allait pas. Et d'une force, comme toujours au pays, une force magique, il est revenu pour dire, ah, il faut que j'aille là-bas, là, dans ces conditions, je suis couvert par la voile blanche de l'immunité. Pour le mot de fin, je dirais toujours, malgré que j'ai ma tendance, je dirais toujours que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Parce que il est temps aujourd'hui que si, depuis 50 ans, il y a même quelque chose. J'avais une question que je voulais poser sur le forum en demandant que chacun n'a qu'à essayer de répondre. Pourquoi nous supportons un candidat? Simple question, mais les gens, avant de répondre, ils n'ont qu'à réfléchir avant de répondre. Parce que les gens diront, ouais, parce qu'il peut construire le pays, parce qu'il peut faire ceci, parce qu'il fait ceci. Tout au fond, personnellement, de toi-même, est-ce que tu sais personnellement que tu es responsable de ce que tu dis comme réponse? Est-ce que tu supportes le candidat parce que tu prépares ta retraite? Est-ce que tu supportes le candidat parce qu'il est membre de ta famille? Est-ce que tu supportes le candidat parce que tu cherches un poste? Est-ce que tu supportes le candidat parce qu'il faut que tu te fasses voir, demander d'abord à l'intérieur, et puis te dire, ce que je vais dire là, c'est la vérité ou je mens aux gens? Maintenant, le dernier point que je vais mettre, c'est que l'union fait la force. Si vous avez vos candidats, rassemblez les gens autour de vous. En rassemblant, dis-moi ce qui peut me permettre de venir vers toi. Alors je demande à tout le monde, unissons-nous et essayons de trouver le candidat qu'il faut pour le Bénin prospère. Je vous remercie. C'était donc le mot de fin de M. Durand. Nous allons maintenant prendre le mot de fin du délégué général de ACBE Section États-Unis, Caraïbes. M. Nasliman, quel est votre mot de fin? Merci. Avant de dire mon mot de fin, je voudrais d'abord remercier tout le monde, mais aussi rétablir certaines parités par rapport aux candidats, aux représentants de candidats qui sont ici, parce qu'on a eu tendance à appeler plusieurs. Ces cadres, au moins dans la Constitution, sont là. Donc, ils sont vraiment des égaux par rapport à la Constitution qui était dans les projets du Haut Conseil des Béninois de l'Intérieur depuis 1999. Ça n'a jamais été fait. Député à l'Assemblée, à la Hague, représentant à la Hague, ainsi de suite. Et j'espère que le candidat gagnant va penser à nous, parce qu'en fin de compte, on ne pense pas à la diaspora, mais c'est souvent les individus de la diaspora qui vont là-bas gouverner. Il faudrait qu'on s'unisse ici pour vraiment gouverner avec une certaine consistance. Je voudrais aussi dire que pour le moment, qu'il faudrait l'oiseau rare. L'oiseau rare est souvent parmi nous et nous regardons ailleurs et à chaque fois on recommence. J'espère que, donc je voudrais dire, qui est le délégué général, que nous ayons tous la possibilité d'avoir les cartes d'électeurs, du moins pour ceux qui sont encore au pays, parce que pour ceux qui sont aux États-Unis, les cartes d'électeurs non distribuées sont déjà reparties au pays, sont déjà reparties au Bénin. Vous n'aurez pas la chance de les avoir encore pour les élections présidentielles de 2016. Tout compte fait,
les promesses n'engagent que ceux qui y croient, dirait l'autre. Chacun des 33 candidats a fait ses promesses, vous les avez suivies. Ils sont encore sur le terrain pour les 2 semaines qui viennent, vous les suivrez encore. Écoutez, faites le jugement de votre choix. Moi, je vous remercie.